maintenant, on va suivre la présentation de Martin Le Bourdet, qui est doctorant au LIUM, si je ne me trompe pas, C'est ça. et sa présentation qui s'intitule La détection automatique d'interruption. Donc d'abord, tout comme Yanis Tevissen, merci Martin de venir aujourd'hui nous faire cette présentation, de participer à présenter tes recherches. Et puis, eh bien, je te laisse le soin de t'introduire plus en détail si tu le souhaites, hein. Depuis combien de temps tu es en thèse, qu'est-ce que tu as fait avant, si tu le souhaites, tu as un peu de temps là, donc tu peux le faire. Ça marche. Donc déjà, bonjour tout le monde, hein, pour ceux que je connais déjà et les autres. Comme l'a dit, comme ça a été dit précédemment, je suis doctorant au LIUM, donc en troisième année, normalement la dernière. Et donc moi je travaille sur la détection automatique d'interruption. On va y aller tranquillement, je vais essayer d'être assez clair. Ok, donc ma thèse, ça rentre dans un contexte d'un projet NR, projet GEM, Gender Equality Monitor. En fait, ça, c'est un projet entre plusieurs types de partenaires. Donc, il y a des industriels et des EPIC, Deezer et Lina, principalement Lina pour l'instant, des laboratoires en sciences humaines, l'ENS Lyon, le Charisme, le LERAS. Et donc, c'est des labos qui vont travailler principalement sur le genre et les médias. Soit les deux, soit une des deux thématiques. Et deux laboratoires d'informatique, donc le LICEN à Paris, et le LIUM au Mans, donc dans lequel je suis. Donc en fait, ce projet, l'objectif principal, c'est de travailler sur la différence de représentation entre les femmes et les hommes dans les médias français. Donc pour ça, moi je vais travailler sur la détection d'interruption. Donc déjà, pourquoi faire? L'idée, c'est que dans les laboratoires sciences humaines, quand ils veulent étudier les médias, ils écoutent des émissions. Ils écoutent des émissions et ils relèvent des points importants. C'est long, genre c'est vraiment long, et c'est potentiellement vraiment pas cool du tout à faire. Donc si l'émission dure 4 heures, il faut passer 4 heures à l'écouter au minimum. Donc ça prend énormément de temps, et donc ça empêche les études à très grosse échelle. Donc l'idée, c'est que mon taf, ça va être de détecter automatiquement les interruptions. Donc là, dans mon cas, ces interruptions, ça pourrait être d'autres éléments. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est proposer une présélection de zones d'intérêt dans lesquelles, normalement, il y a des interruptions. Donc, première question, hein, c'est quoi une interruption? La réponse logique, ce serait une coupure de parole, mais une coupure de parole, c'est pas ultra clair. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'agression de l'autre personne? Est-ce qu'il y a une notion de domination, de dominance? Est-ce que c'est une intrusion dans l'espace de l'autre personne? Est-ce que forcément c'est conscient? Donc, il y a énormément de variables à prendre en compte pour pouvoir définir une interruption. Et le problème, c'est que c'est beaucoup trop subjectif. Et donc, la subjectivité, le problème, c'est que j'utilise de l'IA. L'idée, c'est que l'IA, le sens commun pour obtenir un résultat miracle, ça ne marche pas. Dans l'idée, on va prendre un signal en entrée et on va essayer d'obtenir un résultat qui va être approximatif, parce qu'il faut le rappeler quand même. L'IA, c'est juste des stats. C'est juste des stats, on va avoir des probabilités qu'un événement se passe à un endroit, et rien de plus. Donc, sans un élément observable, objectif, donc c'est pour ça que j'utilise le mot signal et pas un autre mot. Donc c'est vraiment, on part d'un signal. Sans qu'il y ait un élément pour en entrer, on ne peut rien prédire. Donc, retour, c'est quoi une interruption? De manière objective. Clairement, on a besoin de simplifier. C'est trop vague actuellement. Pour ça, je pars d'une théorie, d'une modélisation qui a été faite il y a quand même quelques temps,
1974 par Sachs, Shegloff et Jefferson. C'est une systématisation du système de changement de tour de parole dans les conversations. Donc l'idée, c'est de formaliser de manière systématique les règles qui régissent un tour de parole. C'est des règles assez évidentes. Ça peut être que, en général, il y a une personne qui parle et que après qu'il y a une personne qui parle, il y en a une autre qui va prendre la parole. Il y a plein de règles comme ça. Et notamment, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que l'être humain, il est pas mal, normalement, ils sont pas mal bons pour communiquer. Et donc, la plupart du temps, il y a pas de pause entre deux personnes. Et ils sont bons pour communiquer, donc ils non plus, ils se chevauchent assez rarement. Mais ça existe toujours. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la parole superposée. Donc deux personnes, plusieurs personnes, qui parlent simultanément. Et donc ça va revenir assez régulièrement dans la présentation et dans ma thèse en général. Pour modéliser une interruption, je me base sur une deuxième étude qui utilise la formalisation de la première, donc de 75, donc c'est pas récent non plus. Une étude de Zimmerman et West qui travaille sur les interruptions dans les conversations en fonction du genre, qui se rapproche quand même pas mal de ma thèse. Et donc eux, dedans, ils font à la main, ce qui est long, et ils simplifient une interruption par la présence de paroles superposées associées à un changement de locuteur. Donc, comme dans le schéma, on a un premier locuteur, donc une personne qui parle, qui va parler, et un deuxième va commencer avant la fin du premier. C'est une simplification, il n'y a pas que des interruptions qui ont ce schéma-là, et toutes les interruptions ne suivent pas ce schéma-là. Mais c'est une simplification qui fonctionne. L'idée, pour détecter, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par détecter les zones de parole superposées, pour faire un premier filtre. Et ensuite, avec ces zones de superposées, je vais classifier les interruptions en disant est-ce que c'est une interruption, est-ce que c'est pas une interruption. Pour ça, la détection, c'est essayer de trouver où est-ce qu'il y a de la parole superposée. Et la classification, c'est de dire pour chaque zone de parole superposée, est-ce que c'est une interruption, est-ce que c'est pas une interruption. Ok, donc je vais aller un peu plus en détail sur la tâche de détection de paroles superposées, parce que c'est vraiment celle qui m'a occupé les 3 quarts de ma thèse. Dans un signal de parole, donc je travaille uniquement sur l'audio. C'est une tâche de segmentation, séquence vers séquence. On appelle ça séquence vers séquence. Donc on va partir d'une séquence d'audio, une séquence de caractéristiques, d'une longueur donnée, et on va créer une nouvelle séquence. Dans mon cas, une séquence binaire, avec 0 qui indique l'absence de paroles superposées et 1 qui indique la présence de paroles superposées. Et donc, au milieu, pour l'instant, bon, on va pas en parler, c'est des modèles d'IA. On pourra en parler plus tard. Donc ça, c'est la première étape. Une fois cette détection passée, j'ai un vecteur avec la position des zones de parole superposées. Avec ces zones de parole superposées, je peux, après, les classifier. Donc pour ça, je vais prendre ces zones-là, les passer dans le deuxième modèle, qui va dire, en fonction du contexte, en fonction de... C'est un deuxième modèle, qui va dire, est-ce que cette zone-là, c'est une interruption ou c'est pas une interruption, qui devrait donner des résultats normalement plus précis que la simple modélisation de Zimmerman et West, qui est la parole superposée avec changement de locuteur. Le problème, c'est que c'est une tâche qui n'a jamais été faite, où j'ai en informatique, j'ai trouvé une autre référence en 2022, donc c'est un peu trop récent. Et donc, il n'y a pas de corpus, pas de données. Et le problème, c'est qu'en IA, les données, c'est la base. Donc, pour ça, il a fallu créer un nouveau corpus. Donc, pour ça, je suis parti de données de médias. C'est des médias, pas le corpus, de médias. C'est des données qui proviennent de corpus qui existent déjà. Pour ceux qui connaissent, c'est Esther, toute la série Esther, EPAC, Repère. C'est des corpus de journaux télévisés. L'idée, c'est que j'ai recruté 3 annotateurs étudiants et je leur ai donné la tâche suivante. Donc,
un extrait audio. Ils doivent sélectionner le type de superposition. Donc, il y a plusieurs types de superposition. Interruption, c'est celle qui nous intéresse. Un ajout d'informations supplémentaires. Donc, c'est par exemple un journaliste dans une interview, l'invité va désigner une tierce personne par son prénom. Et le journaliste, il va rajouter le nom de famille de la personne pour le téléspectateur. Donc ça, il rajoute une information. Une catégorie, c'est le départ anticipé, qui est souvent confondu avec l'interruption. Départ anticipé, l'idée, c'est on n'aime pas les blancs dans la parole. Et donc, ça veut dire que on va souvent démarrer la phrase pile à la fin de la phrase précédente. Et parfois, ça déborde un petit peu. C'est pas une interruption parce que la phrase d'avant était finie, mais il y a une petite superposition quand même. Et donc, c'est cette catégorie-là qui pose problème avec la simplification initiale. Donc, il y a d'autres catégories quand même de paroles superposées. Bon, je ne vais pas toutes les faire non plus. Et en deuxième catégorie, en deuxième annotation que j'avais prévue à la base, c'était classifier les émotions. Donc, avant la superposition, pendant la superposition, donc c'est-à-dire la personne qui parlait avant, la personne qui interrompt et la personne qui garde la parole après, avec en plus une question de dominance. Mais malheureusement, j'ai pas du tout le temps de traiter ces données-là pour l'instant. Je sais pas si ça sera fait, mais ça pourrait être cool de voir ça. L'idée, c'était de voir est-ce qu'une interruption influe sur les émotions globalement de la conversation. Et donc, ça va être vachement intéressant. Et donc, j'ai extrait un corpus comme ça, qui est annoté donc, par plusieurs annotateurs. Et donc, c'est-à-dire que je peux entraîner un modèle en fin dessus. Problème, c'est subjectif. C'est toujours subjectif. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, à droite, là, c'est un accord par classe. Donc, c'est-à-dire que pour la catégorie d'interruption, je regarde est-ce que les annotateurs sont d'accord ou pas, par paire. Et globalement, c'est pas loin de 50%, quoi. Ils sont pas vraiment d'accord entre eux. Et donc, il faut trouver un moyen de fusionner les annotations, malgré qu'ils ne soient pas d'accord. Donc, il y a plusieurs méthodes. Soit on considère que c'est déjà une tâche assez compliquée comme ça, donc on va garder que les segments unanimes, où les trois annotateurs sont d'accord sur interruption. Et donc, on se retrouve avec beaucoup moins de données. On aura moins de données, ça veut dire qu'il faudra le prendre en compte quand on va faire le bottom. Et potentiellement, il va être moins bon sur les cas un peu limites, sur les cas où les annotateurs ne sont pas forcément d'accord. Une deuxième méthode, ce serait juste un bot majoritaire. Le bot majoritaire, c'est s'il y a deux annotateurs qui sont d'accord et que le troisième n'est pas d'accord, on considère que c'est une interruption quand même. Ça va rendre le système normalement un peu meilleur pour les cas limites, mais avoir des données un peu moins consensuelles. Et la dernière méthode, c'est la méthode IA. Et on garde tout et on croise les doigts sur le fait que le système arrive à faire le tri, arrive à faire un tri quand même. Donc, j'ai testé les trois méthodes. Les trois méthodes marchent, plus ou moins bien. Là, une parenthèse, c'est une parenthèse magique. Globalement, j'ai tous les modèles que j'utilise. Voilà. Si vous voulez revenir dessus après, on pourra clairement. Et c'est clair que ça va pas intéresser tout le monde. Parenthèse finie. Maintenant, est-ce que ça marche? Première question. Donc, il y a plusieurs techniques pour savoir est-ce que ça marche. C'est soit je peux l'évaluer par rapport au corpus que j'ai collecté, soit l'évaluer à la main. Pour le corpus que j'ai collecté, c'est assez simple à faire. J'ai un score, je peux juste évaluer par rapport à un corpus de test. Et normalement, ça ne rajoute pas de biais supplémentaires par rapport à celui déjà présent par les annotateurs. Mais par contre, le problème, c'est que ça n'a pas énormément de sens. Parce que c'est juste un score par rapport à trois annotateurs. C'est limité par le corpus. Si je change de corpus, c'est pas sûr que ça marche, que ça marche du tout. Et ça dit absolument pas. Le score ne donne aucune indication sur le fait que le système soit vraiment bon ou pas.
il peut avoir 80% de bonnes réponses. Si c'est les 20% restants qui sont importants, bah, dommage, mais il sert à rien. Et donc, bah, la deuxième méthode, c'est d'évaluer le système manuellement. Au moins, ça évalue le fonctionnement en conditions réelles. C'est comment est-ce qu'un utilisateur réel pourrait évaluer le système. Mais par contre, bah, c'est long. Faut écouter des trucs. C'est pas marrant. Potentiellement, je rajoute un nouveau biais parce que je suis un nouvel annotateur. Je n'évalue plus les faux positifs. C'est-à-dire que je peux savoir si une interruption que j'ai détectée est vraiment une interruption, mais je ne peux pas savoir si j'en ai raté beaucoup. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'écoute encore toutes les émissions, ce qui est encore plus long. Par rapport au corpus, les scores, l'idée, le F1 score, plus c'est haut, mieux c'est. C'est une sorte de ratio entre les faux positifs et faux négatifs. Donc, moins il y a de faux positifs, moins il y a de faux négatifs, plus le score est lié. Là, j'ai testé les différentes méthodes de fusion. Donc, la fusion unanime, la fusion avec un accord, donc c'est-à-dire le vote majoritaire, et avec un accord avec 13 dimensions, c'est tout, j'ai tout gardé et on croise les doigts. Tout garder, ça marche moins bien, hein, clairement. Pour l'instant, ce qui a l'air de fonctionner le mieux, c'est la pondération par l'accord, donc c'est le vote majoritaire. Et donc, l'idée, c'est que comme il n'y a pas d'existant, pour savoir si le modèle sert à quelque chose, j'ai comparé avec l'aléatoire. Donc, j'ai fait passer pour ça, à la place de la sortie du modèle, j'ai juste mis un random entre 0 et 1, de la même taille que la sortie du modèle, avec toute la même chaîne après, pour avoir un score. Si le modèle ne servait à rien, quel score ça donnerait? Donc là, clairement, c'est au-dessus de l'aléatoire, donc ça fonctionne. Il y a un truc qui se passe. Est-ce que c'est bon? Bah, avec cette méthode-là, on ne sait pas. Mais il y a un truc qui se passe. Deuxième méthode, l'évaluation manuelle. Donc pour ça, je suis parti d'un nouveau corpus dans le cadre du projet. Quelqu'un qui voulait travailler sur la télé-réalité. Et donc, ce corpus-là, c'est la saison des Marseillais à Dubaï. C'est un enfer. Donc, pour évaluer ça, j'ai écouté des segments qui ont été trouvés comme interruption pour les 2 premières émissions. Donc, ça me fait une centaine de segments à noter. Et donc, j'ai comparé ça avec des segments pris au hasard. Les segments pris au hasard, j'ai d'abord fait passer un système de détection de paroles superposées. Et parmi ces segments-là, j'ai sélectionné 100 segments au hasard pour que vraiment cette distribution-là représente l'efficacité du classifieur d'interruption. Il n'y a pas du détecteur de paroles superposées qu'on a déjà pu évaluer de manière assez certaine. Comme on peut voir déjà avec la répartition, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, les interruptions, la balance entre interruption et pas interruption est clairement inversée entre les segments qui ont vraiment été prédits et les segments aléatoires. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a il y a un truc pas mauvais. La musique, c'est vraiment ça veut dire que c'est des segments de musique qui ont été trouvés. On a à peu près le même nombre entre la prédiction et le random. Et pareil pour le pas d'overlap, qui est juste le détecteur d'overlap a mal fait son taf. Donc ça veut dire il a trouvé une superposition là où il n'y en avait pas. Et c'est pareil, là on a des valeurs à peu près similaires entre la prédiction et l'aléatoire. Donc ce qui est à droite, c'est la faute du détecteur d'overlap, et à gauche, c'est le classifieur d'interruption. Et donc j'ai quand même calculé une p-value. C'est quelque chose que je fais assez rarement. Je ne suis pas expert là-dedans, mais ça a l'air significatif. C'est en dessous de 0,05. Il y a un truc qui se passe, ça a l'air de marcher au niveau de la classification d'interruption. Et donc, bon, en conclusion, quand même, c'est un bon début. C'est une tâche qui n'existait pas, ou presque, et qu'en théorie, ça peut fonctionner. Et donc, c'est valable aussi pour les autres tâches subjectives. C'est si jamais on peut arriver à le formuler
d'une manière un peu modélisée, une IA peut arriver à trouver des éléments objectifs pour pouvoir prédire des notions assez subjectives. Donc, au niveau des trucs à refaire, il faudrait refaire un corpus avec moins de classes. Là, les 7 classes, c'était beaucoup trop. Ça a été ultra dur à traiter et plus d'annotateurs, du coup. Et en fait, les travaux sur la tâche, le problème, c'est que je pense pas que ça avance beaucoup parce qu'il n'y a pas d'application. Là, c'était vraiment dans le cadre du projet. Je pense pas non plus qu'ils l'utilisent. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup parce que ça changerait complètement les méthodes de travail. Et c'est pas du tout. C'est très rare que ça arrive. Mais on ne sait jamais. Si dans quelques années, il y a une tâche particulière qui a besoin de ça, ça pourrait ressortir. Et donc, non, en vrai, c'est assez marrant à faire comme principe. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci Martin pour cette présentation. Merci à tout le monde d'être resté, d'avoir assisté à la présentation. C'est cool aussi.